Madame, Monsieur, bonsoir. Il est le président le plus puissant au monde. Élu en 2016, Donald Trump, un an après son élection, va être confronté à un mouvement réclamant sa destitution, appelé l'impeachment. Mais l'affaire va tout doucement s'estomper. Aujourd'hui, plus que jamais, l'étau se resserre autour du président américain dans une procédure de mise en accusation pour destitution. Le locataire de la Maison-Blanche pourrait-il échapper à cette procédure? Quel pourrait être son impact sur les élections de 2020 et les relations internationales? Madame, Monsieur, bonsoir. Pour décrypter cette actualité, Dr Arthur Banga, historien, stratégiste et maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, est notre invité. Bonsoir, Dr Banga. Bonsoir, M. Diakité. Dr Banga, avant de décrypter la décision du Congrès américain et comprendre l'impeachment, revenons sur les accusations lancées par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Les actes du président Trump ont montré comment il a trahi son serment, notre sécurité nationale et l'intégrité de nos élections. Le président doit être tenu pour responsable. Personne n'est au-dessus de la loi. Elle parle de destitution, donc je pense que... Ah, mais en fait, elle n'a même pas entendu l'appel téléphonique. Cet appel était parfait. Voilà, docteur Banga, rappelons, hier soir au Congrès, à 232 voix contre 196, les démocrates ont fait voter la résolution ouvrant une nouvelle étape dans l'enquête sur l'affaire ukrainienne. Alors, cette décision du Congrès était-elle attendue? D'abord, c'est la décision plutôt de la Chambre des représentants. Le Congrès, c'est l'ensemble de la Chambre des représentants et du Sénat. Il faut comprendre que la Chambre des représentants est à majorité démocrate. Donc, naturellement, on se disait que les démocrates allaient voter pour le processus d'impeachment. Et donc, c'est ce qui s'est passé hier. Même si certains élus démocrates qui siègent dans des États favorables à Donald Trump ont hésité ou certains se sont abstenus. Mais logiquement, vu la majorité du Parti démocrate à la Chambre des représentants, le vote a été pour lancer le processus de mise en accusation. Alors, on se demande comment comprendre cette décision. Pourquoi? Déjà, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, un groupe de démocrates, d'élus démocrates, avait déjà lancé cette idée de destituer Donald Trump. Il faut bien reconnaître que les démocrates, comme la plupart des gens dans le monde aujourd'hui, ont été surpris par la victoire de Donald Trump. Mais il y avait des hésitations parce que, justement, en début de mandat, là, et sur des accusations qui ne seraient pas solides, l'idée de la destitution allait plutôt, théoriquement, jouer en faveur de Donald Trump. Mais l'envie ne s'est jamais éteinte. Et dès qu'on a eu cette affaire ukrainienne, les élus démocrates ont donc profité de cette action pour remettre en selle une idée qu'ils avaient nourrie depuis, cette fois-ci avec un argument relativement solide pour essayer d'obtenir la destitution de Donald Trump. Alors, il faut noter aussi que la chef de la majorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, juste avant le vote, elle avait affirmé, je cite, « Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la défense de la démocratie », ajoutant même que pourquoi certains républicains ont peur de la vérité. Une analyse là-dessus? Défense de la démocratie parce que, d'abord, il pointe l'abus de pouvoir de Donald Trump qui se servirait de son statut de président des États-Unis pour justement demander à ses homologues présidents de mener des enquêtes sur le fils de Joe Biden. Au-delà, le refus de Donald Trump de collaborer et même l'interdiction qu'il a donnée aux membres du cabinet de l'administration d'aller témoigner justement devant la Chambre des représentants ont été deux arguments qui permettent aujourd'hui à Nancy Pelosi de dire que Donald Trump s'oppose justement à l'éclatement de la vérité, au fonctionnement de la démocratie. Les républicains, eux, dénoncent un abus de pouvoir et il faut le dire, une procédure qu'ils qualifient même d'injustice et partisane. Et Donald Trump, juste après cette décision, a tweeté, comme toujours, en déclarant, je cite, « Il s'agit de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine ». Fallait s'y attendre?
Bah oui, c'est le style Trump. C'est le style Trump. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui communique directement avec Twitter sans prendre ses gants. Et donc, on s'attendait plus ou moins à la réaction de Trump. Il faut comprendre que on est dans un processus aussi politique. On reviendra de toute façon dans la suite de l'émission sur l'impact en ligne de mire et les élections de 2020. On est sur le processus politique et les questions de mise en accusation, de destitution ont toujours été dans l'histoire des États-Unis des questions à fort élan politique. À part, on va sans doute revenir l'affaire du Watergate avec Nixon, on a toujours senti plutôt des combats politiques et là on sent un entre des démocrates qui ont été révigorés par les derniers résultats des élections de mi-mandat et Donald Trump qui se prépare avec son parti à conserver son pouvoir l'année prochaine. Alors, vous parlez de cette histoire de Nixon. C'est la troisième fois, on va dire, dans l'histoire des États-Unis qu'une procédure a lieu. Alors, qu'est-ce qui différencie ces différentes affaires? Bon, la première affaire d'impeachment remonte à la guerre de sécession. Andrew Johnson, le successeur de Abraham Lincoln, c'était plus une question véritablement politique. En fait, Johnson était modéré, alors que les radicaux républicains voulaient en finir avec les États du Sud, voulaient aussi aller très loin dans les droits civiques. Johnson voulait prendre son temps et donc ils ont lancé une procédure qui n'a pas abouti justement. La deuxième fois, je pense, c'était cette affaire du Watergate où Nixon, après avoir mis sur écoute le siège du Parti démocrate, est allé de mensonge à mensonge, ce qui a donné un poids politique et l'a fait passer pour un traître, entre guillemets, par rapport à son engagement de ne jamais mentir sur la Constitution. Et lui n'a même pas laissé la procédure se poursuivre parce que justement, une fois que la procédure est achevée, vous ne pouvez plus être gracié. Nixon a bien compris et donc il a démissionné avant, ce qui a permis à son successeur Gerald Ford de lui accorder la grâce présidentielle. Et puis on a eu plus récemment l'affaire Monica Lewinsky avec Bill Clinton. Monica Gate, appelé le Monica Gate. Exactement, le Gate comme pour le Watergate avec le siège du Parti démocrate. Et donc cette histoire aussi n'a pas fait, a fait long feu parce que justement Clinton est passé aux aveux et a bénéficié du soutien solide de son parti. Voilà. Alors, toujours concernant ces affaires, vous le disiez tantôt, il a dit « je ne mentirai pas, je jure de dire la vérité ». Mais dans l'affaire Clinton, dans l'affaire plutôt Trump, il dit qu'il n'a jamais dit cela. Est-ce que ce n'est pas faire du parjure selon la Constitution américaine? Le problème de Trump, il interprète ça comme une affaire banale. Pour lui, c'est quelque chose de normal, c'est une rigolade qui est exagérée. Donc, l'idée des démocrates, c'est de dire attention, ce n'est pas une rigolade, c'est plutôt quelque chose de sérieux. C'est un président américain qui utilise ses pouvoirs pour bloquer un éventuel candidat, sachant qu'on avait déjà reproché cela un peu à Hillary Clinton. Et aujourd'hui, les démocrates retrouvent du pain béni. Donc, c'est une erreur, une différence d'appréciation, voilà, qui font que pour certains, on peut monter jusqu'au parjure. Et pour Trump et les républicains, c'est cette chasse aux sorcières. Donc, une différence d'appréciation dans ces débats qu'on a eus, dans ces échanges entre le président américain d'une part et le président ukrainien, M. Zelensky, de l'autre. Alors, toute cette affaire, il faut le noter, est partie d'un geste quotidien, un coup de fil. Alors, dites-moi, pourquoi ce coup de fil à son homologue ukrainien fait-il tant de vagues? Parce qu'on est en pleine campagne électorale. Voilà. Et le coup de fil n'est pas anodin en ce sens que le concerné est quand même le fils de Joe Biden. Joe Biden qui est, à l'heure où nous parlons, le favori des démocrates pour les prochaines élections. Donc, je supposais d'ailleurs c'est le candidat que souhaite apparemment Donald Trump, puisqu'il passe plus de temps à tweeter sur Joe Biden plus que sur Bernie Sanders, par exemple. Et les démocrates utilisent l'histoire pour dire, attention, on a un président de la République qui, au lieu de parler de notre pays, du rayonnement de notre pays dans le monde, utilise ses pouvoirs diplomatiques à des fins électoralistes. C'est pour eux un abus de pouvoir, c'est pour eux trahir la Constitution américaine. Voilà, c'est pour eux un attentat entre guillemets à la démocratie, alors que Donald Trump il dit qu'il a parlé à peine voilé, ce n'était pas son intention de mettre la pression. Donc il faut situer cela dans le contexte 2020.
donc des élections qui arrivent. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une frange du Parti démocrate qui, dès le départ, souhaitait cette procédure contre Donald Trump. Et Nancy Pelosi, la chef des démocrates, justement, est quelque peu contestée parce que c'est une ancienne, alors qu'il y a la jeune garde démocrate qui monte. Elle aussi a besoin de se faire entendre pour maîtriser un peu ses troupes et ses jeunes loups. Donc c'est dans tout ce contexte-là qu'il faut comprendre cette situation un peu rocambolesque aux États-Unis. Alors, utiliser le téléphone de la Maison-Blanche, appeler son homologue, c'est utiliser les moyens de l'État à des fins personnelles? Non, le principe d'appeler un président ukrainien n'est pas remis en cause. Ce qui est remis en cause ici, c'est l'objet de la discussion. C'est de demander au président ukrainien de mener des enquêtes, de faire ressortir des affaires de justice qu'il y a eu en Ukraine qui concernent le fils de Joe Biden et éventuellement Joe Biden lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais c'est fait, c'est un argument de campagne pour Donald Trump. Voilà ce que disent les républicains. Sinon, le principe de la coopération internationale, on ne peut pas être président des États-Unis sans passer une partie de son temps à téléphoner au président du monde entier, encore que l'Ukraine, avec l'élection de Zelensky, est un pays capital dans la lutte pour le leadership mondial entre les États-Unis et la Russie de Vladimir Poutine. Il faut noter aussi qu'on va parler du lieutenant-colonel Widman, Alexander Widman, ce vétéran de la guerre d'Irak, le premier témoin à avoir été auditionné sur l'appel téléphonique du 25 juillet. Il dit qu'il a entendu le président américain Donald Trump faire du chantage. Oui, parce que un président américain, même dans ses coups de fil, c'est toute une administration qui est présente, c'est toute une batterie de personnalités qui l'attaquent dans la préparation de ses entretiens, qui assistent même à ces entretiens, en partie, en fonction de comment les choses vont évoluer. Et le lieutenant-colonel faisait partie de ceux qui avaient assisté à l'entretien téléphonique. Et donc, ça devient un témoin clé, sauf que tant qu'on n'a pas d'éléments matériels solides, ce sera un peu la parole du colonel contre celle de Donald Trump et des autres qui ont assisté à cet échange téléphonique. Mais il est quand même le symbole du courage, de l'audace, parce qu'il a fait fi des interdictions et il est vu par les démocrates un peu comme le héros par qui la vérité va arriver. La vérité qui, par exemple, dans l'affaire Watergate est arrivée par des journalistes, cette fois-ci, on a l'impression que ça peut venir de l'intérieur de la Maison-Blanche. Et puis, parlant du lieutenant-colonel Alexander Widman, il faut rappeler qu'il siège au Conseil national de sécurité, donc conseiller. Son témoignage est celui même qui a enfoncé le clou et fait peser la balance en faveur de ce vote au Congrès. Mais bien sûr, parce que justement, vous voyez, c'est un officier supérieur qui a un rôle clé dans la sécurité des États-Unis et dans les dispositifs de la Maison-Blanche. Et donc, forcément, officier supérieur ayant prêté serment, ayant une place importante dans le dispositif de la Maison-Blanche, l'un dans l'autre donne un poids à son témoignage, un poids supplémentaire, encore que Donald Trump semblait s'opposer, continue d'ailleurs de s'opposer au témoignage de ses collaborateurs, justement. Le témoignage d'Alexander Widman n'est pas le premier. Il y a un autre conseiller de Donald Trump qui a démissionné de la Maison-Blanche parce que lui aussi, il avait pourtant mis en garde contre cet appel téléphonique. Mais bien sûr, c'est du pain béni pour les démocrates qui, eux, à chaque fois qu'ils auront l'occasion d'avoir de nouveaux témoins clés par leur position, ce sera quelque chose d'intéressant pour eux, quelque chose qui va leur permettre justement de soutenir leur procédure de mise en accusation du président des États-Unis. Alors, quelle est la suite après ce vote? Bien, faut comprendre d'abord que cette procédure, elle est à l'initiative de la Chambre des représentants. Voilà. À chaque fois qu'il y a eu la procédure de mise en accusation, pour donner la traduction littérale en français du terme, mise en accusation. Donc, elle est déclenchée, ça fait partie des 3 plus gros privilèges de la Chambre des représentants. Donc, initiative sur le budget, la possibilité de choisir le président en cas d'égalité aux élections, et troisième, la possibilité justement d'initier la procédure de mise en accusation. Et donc, c'est la première étape, mais c'est un long processus, parce que ce vote acquis permet maintenant d'ouvrir un procès au Sénat. Mais c'est au Sénat que reviendra la décision finale, alors que le Sénat est actuellement dominé par les républicains. Donc, c'est qui... On va dire le camp de Donald Trump. De Donald Trump, voilà, parce que justement, la politique des États-Unis, c'est deux grands partis, le Parti démocrate, avec sa leader Nancy Pelosi,
et le Parti républicain, celui du président actuel Donald Trump. Et donc, on se dit, les démocrates savent eux-mêmes, cette procédure a très peu de chances d'aboutir, sauf si... Parce que d'abord, c'est un jeu politique. Il faut 2/3 du Sénat, alors qu'ils n'ont même pas la majorité au Sénat. Donc, on voit très mal les républicains. D'ailleurs, le vote d'hier était déjà un indice, en ce sens que la plupart l'entièreté d'ailleurs, des élus républicains à la Chambre des représentants ont voté contre. C'est-à-dire que ça permet, on reviendra tout à l'heure là-dessus, à Donald Trump de cimenter son électorat et plus largement son camp. Et donc, ça sera sans doute la même chose au Sénat, sauf si... dans les témoignages, on se rend compte d'un mensonge gros, on se rend compte de grosses fautes commises par Donald Trump. L'idée, je pense, des républicains, ce n'est pas tant obtenir tout de suite la destitution, mais obtenir des éléments qui leur permettront de faire campagne. Est-ce que vous pensez que les républicains pourraient, on va dire, lâcher Donald Trump? Ça me paraît très peu probable. Ça me paraît Même s'il y a un gros mensonge, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Ça me paraît encore peu probable, même si on peut pas tout à fait l'écarter. Mais je pense qu'à quelques mois des élections, alors que la convention républicaine va bénir, entre guillemets, Donald Trump, je vois très mal des sénateurs républicains aller contre cette machine, sachant qu'il se joue derrière carrément les élections présidentielles. Et pour certains des sénateurs vont remettre en jeu leur mandat au Sénat. Donc, je pense quand même que Donald Trump s'en sortira. Je pense aussi que de toute façon, les démocrates n'espèrent pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la chute de Donald Trump. Non, ils espèrent justement un débat houleux qui va l'affaiblir au maximum pour pouvoir justement remporter plus facilement l'élection présidentielle l'année prochaine. Alors, on va se projeter dans une fiction. S'il arrivait que Donald Trump était destitué, comment l'administration américaine allait poursuivre, on va dire, l'exécution des affaires? Qui prendrait la place de Donald Trump? Le vice-président, Mike Pence, voilà, qui va continuer l'administration. Ce ne serait même pas là le plus gros problème, en quelque sorte. Le plus gros problème, ce serait le système républicain pour les élections. En fait, les républicains, du fait que Donald Trump soit le président, ne vont pas se lancer dans des primaires, a priori. Et si ça explose maintenant, il faut repartir en primaire, il faut préparer des candidats. Voilà, donc ça risque d'être une machine plus difficile pour les républicains que pour l'État. Parce que les États-Unis, c'est un vieil État, c'est une vieille république qui a un fonctionnement constitutionnel rodé, qui ne sera pas sa première histoire de président parti en plein mandat. Il y a eu des morts, il y a eu des départs, des démissions comme celle de Richard Nixon. Donc Mike Pence va sans doute achever le mandat présidentiel. Les républicains veulent conserver le pouvoir, il faut le dire comme tout le monde. Quand on l'a, on ne veut pas le lâcher. Tout à fait. Alors, car la présidentielle, c'est l'année prochaine. Et le pouvoir, on est prêt à tout pour le garder. Est-ce que Donald Trump avait-il le droit de faire sortir des informations, mettre au grand jour des secrets d'un adversaire? Est-ce que cela est permis? Non, logiquement, on te dit non. Ça serait, c'est pas un combat à la loyale, on le dirait. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on est dans l'appréciation, on est dans le ton. Donald Trump a sans doute, je n'ai pas les écoutes comme vous, mais je pense que même s'il a fait, il a été quand même prudent. Il a sans doute utilisé un style qui n'allait pas le condamner directement, mais qui pouvait laisser entrevoir. Voilà. Donc je pense pour lui, il va s'accrocher sur ces trucs banals. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Et le lendemain, il a toujours banalisé. Voilà, pour rendre ça plus populaire, il a dit: je vais demander officiellement au président de tel pays d'ouvrir des enquêtes dans le style Trump. Les démocrates, pour eux, justement, c'est d'essayer de tirer au maximum sur la corde pour arriver à faire craquer Donald Trump, justement. Certains analystes affirment que le Sénat pourrait rejeter la procédure de destitution, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que cette affaire pourrait-elle impacter les élections de 2020? Parce que c'est l'objectif. Je pense clairement que l'idée ici, c'est les élections de 2020. Ce n'est pas autre chose que ces élections. Pourquoi? Parce que les démocrates, comme je vous l'ai dit, ont conscience clairement que Donald Trump a très peu de chances de se faire destituer. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent, eux? Ils espèrent justement que la longue procédure judiciaire va emmener à fragiliser Donald Trump
à le montrer justement dans sa face la plus hideuse et va lui permettre de ne pas se concentrer sur sa campagne, puisqu'il aura à se défendre, à répondre, ce qui va l'empêcher donc de dérouler son système, de défendre son bilan et de se projeter. Voilà l'espoir démocrate. Côté républicain, on veut éviter ça, mais si ça arrive, ils vont essayer, eux, de surfer. Quelles sont les chances de Donald Trump dans ce contexte-là? La première des choses, c'est de cimenter d'abord sa base. Donald Trump, aujourd'hui, est un président qui est celui qui a su conserver au maximum sa base. Près de 98% des gens qui ont voté Donald Trump il y a 3 ans sont presque sûrs de le revoter. Et donc, comme il aime bien jouer les victimes, ça sera très bien pour lui. Voilà, chasse aux sorcières, ces termes-là que son électorat aime bien. Et deuxième avantage pour lui, c'est que justement, il a souvent du mal à rassembler toute l'élite républicaine autour de lui. Or, dans ce combat, les sénateurs républicains seront obligés, pour la plupart, de faire bloc derrière Donald Trump. Donc, il espère ratisser tout le parti républicain derrière lui. Et comme aux États-Unis, en fait, les élections sont indirectes et ça part par ce qu'on appelle les grands électeurs. D'ailleurs, on ne fait même pas campagne sur tous les États parce qu'il y a des États qu'on sait déjà condamnés soit à être démocrates, soit à être républicains. Il y a un groupe d'États qu'on appelle les swing states, les États qui vont balancer. C'est sur eux qu'on concentre la campagne. Et pour Donald Trump, si son bloc électoraliste et son camp républicain est soudé derrière lui par cette affaire, il pense pouvoir peser justement dans ces swing states et pour pouvoir remporter les élections. Donc, clairement, cette procédure, elle s'inscrit clairement dans l'idée et dans la ligne des élections de 2020, plus que dans l'idée de destitution du président. Alors, Donald Trump, on va dire, il est toujours au centre d'une affaire qui est liée à l'élection. D'abord, on va prendre l'élection de 2016 avec Hillary. On l'a accusé d'avoir pactisé avec la Russie. Aujourd'hui, c'est vouloir faire pression toujours avec l'Ukraine. Alors, la première fois, on va dire, il s'en est sorti. La deuxième fois encore, il va s'en sortir plus ou moins. Mais pourquoi toujours Donald Trump au centre des querelles? Je dirais d'abord parce que c'est le style Trump. C'est quelqu'un qui aime qu'on parle de lui. En bien ou en mal, on verra plus tard. Mais d'abord, parlons de Trump. Il aime bien donner le tempo. Il aime bien être au centre, justement, des débats, au centre des discussions. Et déjà, ça le remet au centre. Voilà. Deuxième chose, son électorat classique, traditionnel, aime bien ça. Voilà. Aime qu'il soit dans les polémiques, comme c'est un électorat qui croit à la thèse du complot, à ces thèses-là. Donc, ça lui permet justement de... C'est vrai que l'élite progressiste peut ne pas comprendre Trump, mais son électorat aime bien ça, et lui le sait. C'est un maniaque de la communication, donc il va être au cœur de la communication, faire le match, être au centre des débats, et à partir de là, essayer de surfer sur la vague pour l'emporter. Mais c'est clair que c'est une présidence qui a été assez tourmentée, voilà, par toutes ses déclarations, par son style, une présidence qui change un peu avec le classique qu'on a eu avec les États-Unis. Et donc, voilà la question qu'on va se poser. Nous tirons vers la fin de cet entretien. Donald Trump peut-il être considéré comme une personnalité atypique, incomprise? Atypique, oui, clairement, parce que de mémoire d'historien, un président américain, d'abord son parcours, longtemps businessman, jusqu'à présent on avait des présidents issus de l'établissement, c'est-à-dire qui ont fait toutes ces carrières dans la politique, certains gouverneurs ou, comme David Dwight Eisenhower, dans l'armée pour glisser en politique, mais c'est un président qui sort du milieu des affaires et qui arrive en 2 ans, qui remporte la primaire, qui va se battre contre qui? Hillary Clinton, qui est quand même une vieille routière de la politique américaine. Donc, on ne vend pas cher sa peau, il gagne. Certains se disaient qu'on allait avoir une différence entre le Donald Trump candidat et le Donald Trump président. Que nenni. Le Donald Trump président conserve tout ce que le Donald Trump candidat a, et ce qui fait qu'il devient atypique dans sa façon de faire. Alors, que retenir pour terminer de cette procédure d'impeachment? On peut retenir d'abord que c'est un bon jeu qui nous révèle toutes les arcanes de la Constitution américaine, la complexité du système politique américain. Et puis, c'est une affaire qui nous montre comment, aux États-Unis, à un an déjà des élections,
tout le monde est fixé sur ces élections de 2020 sans pourtant avoir la peur au ventre. C'est l'occasion pour moi d'interpeller mes concitoyens ivoiriens. On aura des échéances, mais ayons confiance en notre pays et faisons tout comme les Américains pour que les élections soient quelque chose de banal dans notre pays, soient quelque chose de normal dans le système démocratique que nous mettons en place. La prochaine étape, c'est assister aux auditions publiques avec des témoins clés qui pourraient être gênants pour le président américain. Cette procédure fait partie du jeu politique américain qui joue en faveur de l'équilibre des pouvoirs. Docteur Arthur Banga, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Ça fait l'actualité. Pour ce premier numéro s'achève ici. Et bien, toutefois qu'il y aura une actualité brûlante dans le monde, eh bien, nous serons là pour la décrypter avec vous et pour vous. Et merci d'être et de rester sur RTI1. La suite des programmes, c'est toujours en votre compagnie.